Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis heureux d'être parmi vous. Je voudrais remercier les organisations de cette merveilleuse journée sur l'épigénétique. Je voudrais remercier également la performance du docteur Vélo qui a un petit peu introduit, un petit peu beaucoup d'ailleurs, le sujet. Et moi aussi, je vais vous apporter quelques bonnes nouvelles, c'est-à-dire que nous pouvons en vérité jouer sur notre épigénome, notamment par l'alimentation. Le titre de mon exposé qui, à la fin, bien sûr, parlera du microbiote, mais pas uniquement, puisque l'alimentation, c'est bien au-delà, va parler du fait que notre alimentation peut avoir un impact majeur sur nos prédispositions génétiques. Alors justement, est-ce que la génétique détermine qui nous sommes et comment nous sommes? Lorsqu'on regarde ces photos de jumeaux homozygotes, c'est-à-dire des vrais jumeaux, ce sont le même œuf fécondé qui s'est divisé en deux et chaque œuf identique au niveau génétique a suivi son chemin dans l'utérus pour donner deux individus les mêmes. On peut se dire que finalement, c'est la génétique qui fait qui nous sommes. Lorsqu'on regarde ce tableau de Botero, qui est ce fameux peintre brésilien, on peut se dire la même chose, sauf si on regarde qu'on est observateur et qu'on voit que le chat est obèse aussi, et là on peut se dire que ce n'est pas vraiment génétique. Alors, l'épigénétique, c'est quoi l'impact de l'alimentation? Vous devez savoir que les abeilles, les larves d'abeilles, eh bien, leur destinée va être complètement différente en fonction du fait qu'elles sont nourries avec la gelée royale ou juste le miel lambda. En fait, si la larve est nourrie avec du miel banal, elle va se transformer en ouvrière, c'est-à-dire en mâle stérile qui va vivre environ 1 mois, et qui va juste travailler, ramener le pollen à la ruche, etc. Et elle va donc être un pauvre petit esclave, alors que si elle a reçu de la gelée royale, elle va se transformer en reine. Elle ne va pas devoir travailler, elle va être nourrie, elle va juste devoir pondre, se faire féconder par des mâles, eux, qui seront bien sûr pas stériles, qui ne seront pas... et donc, vous voyez que l'alimentation peut faire d'un même individu une reine ou un ouvrier. Et donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui, c'est que par l'alimentation, mais pas uniquement l'alimentation moléculaire, ce que vous introduisez comme molécule dans votre corps par la bouche, mais également par l'alimentation, comme l'a remarquablement expliqué M. Vélo, l'alimentation affective, eh bien, on peut faire en sorte de sublimer votre potentiel et de faire de chacun d'entre vous une reine ou un roi. Vous avez ce potentiel à vous et ça dépend de vous. Alors, l'impact de l'alimentation, on peut se voir également par les jumeaux homozygotes. Ça, ce sont pas des expériences, c'est la nature qui nous offre beaucoup d'exemples. Et on voit ici, ce sont deux sœurs jumelles, des vraies jumelles, sauf qu'elles ne sont pas vraiment les mêmes, puisque vous voyez qu'il y en a une qui est un peu plus pulpeuse que l'autre, alors qu'elles ont la même histoire. Et c'est encore plus dramatique lorsqu'on voit ces deux sœurs jumelles qui manifestement ont le même capital génétique, mais manifestement pas le même chemin de vie, pas le même environnement. Et vous voyez qu'à partir du même génome, exactement 100%, pas vraiment 100%, mais quasi, eh bien, on a deux phénotypes, c'est-à-dire l'aspect est complètement différent. Donc cette épigénétique, comme M. Vélo vous l'a probablement convaincu, c'est une véritable révolution biologique, probablement une des plus importantes dans l'histoire de la médecine, puisqu'elle nous explique que notre ADN n'est pas notre seule destinée. Et donc cela, c'est une très bonne nouvelle, mais également une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas écrit et qu'on peut réécrire, en tout cas réinterpréter notre héritage génétique. La mauvaise nouvelle, c'est que ça dépend de nous. Or, c'était plus facile de dire « Ah ben, c'est pas de ma faute, hein. Si je suis gros, c'est pas de ma faute, si je suis violent, c'est pas de ma faute, si je suis alcoolique. Hein. C'est la faute à ce que m'ont transmis mes parents. » Et comme le disait M. Vélo, on peut alors attaquer ses parents en justice. Eh bien non. Vous êtes responsable. Tous les matins, quand vous décidez de venir à la journée au sein des femmes, plutôt que de rester chez vous à aller manger du Nutella, par exemple, eh bien, c'est votre décision qui aura un impact majeur sur l'expression de vos gènes. Donc, l'épigénétique, et je vais aller un peu plus vite, d'abord parce que M. Vélo a amputé largement sur mon temps, et d'autre part, parce qu'il a quand même un peu défriché le terrain, eh bien l'épigénétique, ce sont les modifications qui sont héritables, mais réversibles, qui vont affecter l'expression
génique sans modification de la séquence ADN. Donc, notre génome, qui contient environ 22 000 recettes de protéines, okay, eh bien, ces recettes vont devoir être photocopiées. C'est ce que M. Vélo a expliqué. Être la transcription, c'est la photocopie. Et en fait, lui parlait du salon pour aller à la cuisine. Moi, je parlais de la cuisine, de la bibliothèque pour aller à la cuisine, et pas le contraire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un cuisinier, eh bien, et que vous avez hérité d'un livre de recettes qui se transmet de génération en génération, vous n'allez pas prendre le livre en cuisine parce qu'il pourrait s'abîmer, donc vous allez faire une photocopie. La transcription, c'est la photocopie. Vous donnez la recette photocopiée au cuistot qui va exécuter la recette et vous faire le plat. D'accord ? Donc, l'accessibilité de la recette, eh bien, c'est ce qui va définir toute la régulation épigénétique. Et on va voir que cet épigénome, M. Vélo a bien dit que le nom home ou omique, hein, l'épigénomique, la métabolomique, eh bien, va être impacté largement par notre alimentation. Et c'est là qu'on va pouvoir dégager des stratégies pour optimiser cette alimentation. On voit que notre santé est l'ensemble de notre background génétique. La génétique quand même se mêle à la génétique, vous le verrez également, à l'exposition environnementale, l'exposome, et à notre épigénome qui dépend éventuellement de notre héritage. Alors, pourquoi est-ce que nos gènes ne sont pas toujours accessibles ? Eh bien, parce qu'au cours de l'évolution, lorsqu'on est passé de la levure, une cellule eucaryote, ce sont des cellules qui ont des noyaux, on les appelle eucaryotes par rapport aux bactéries qu'on appelle des prokaryotes qui n'ont pas de noyaux, eh bien, l'information génétique a augmenté de volume. On a parlé de livres. Et bien, vous voyez que quand on passe du Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure, on a 12 500 000 lettres ACTG, hein, qui peuvent se mettre dans un livre de 500 pages, pic douce, recto verso, simple interni. Quand on passe de la levure au nématode, on multiplie par 8. On a maintenant 100 millions de lettres pour former un texte avec toutes les recettes, toutes les instructions pour former ce verron, le Caenorhabditis elegans. Et là, il nous faut 3 livres de 500 pages. Et quand on va faire un grand saut évolutif à l'humain, on a 3 200 millions de lettres qui vont pouvoir se mettre dans 80 livres de 1500 pages, pic double saint-interlim. Alors le problème, c'est que cette information va exploser en taille. Mais il y a des limitations thermodynamiques qui font que le noyau de la cellule mesure entre 10 et 15 millionièmes de mètre. Et si vous prenez les molécules d'ADN de ces 3 200 millions de pages, vous avez 4 mètres, ou 2,5 mètres plus ou moins, et vous devez mettre 2,5 mètres d'une fine ligne dans une vésicule qui est de 10 millionièmes de mètre. Vous voyez l'effort. C'est un peu comme si vous deviez mettre 14 mètres de corde dans un ballon de basket. Donc c'est un défi incroyable que la vie a dû résoudre, et elle a résolu par la même chose qu'on a fait avec les films. Vous vous rappelez l'évolution du stockage des informations en informatique. On avait d'abord la disquette, et puis qui avait 40 mégas, je pense. On pouvait se passer un texte, et puis il y a eu les disques plus importants, et puis il y a eu les clés USB, les compacts disques, et donc voilà. Donc finalement, la vie, on n'a fait que répéter ce que la vie a fait, c'est-à-dire la compaction. Ici, vous avez le noyau de cellules, et on voit que dans ce noyau, qui est, donc, comme l'a dit très bien M. Vélo, le confinement de nos gènes, okay, qui vont y rester pour toute l'existence de la cellule, eh bien, ces noyaux vont avoir un espace extrêmement constant et limité. Et ce que vous voyez en noir, c'est l'hétérochromatine, c'est la partie la plus compacte, la plus condensée. Alors que lorsque la cellule doit être activée, ici vous avez un lymphocyte qui dormait, ici un lymphocyte qui a reconnu la protéine SPAC que vous connaissez bien sûr, eh bien on va allumer tous les gènes qui vont être utiles pour faire les anticorps contre cette protéine SPAC, et on voit que c'est un peu comme quand vous avez un bureau bien rangé avec tous les livres avant de commencer la session pour les étudiants, c'est un peu la période, et puis à la fin tous les livres sont ouverts, ça prend beaucoup de place, il y a même des livres par terre, donc on a besoin de plus de place. Néanmoins, donc vous voyez, cet ADN double brin va se compacter avec une hiérarchie,
Et ceci va donner la chromatine. Parce que pour pouvoir aider à ce compactage, on a besoin de protéines, qu'on appelle des protéines histoniques et non histoniques, qui vont permettre de mettre ces 2,5 mètres d'ADN dans cette petite vésicule. Okay. Et cette chromatine, c'est une structure absolument dynamique qui change en fonction de l'activité. On peut d'ailleurs voir que, voilà, ici, ce qu'on appelle le chromatine qui est plus large, eh bien, il y a probablement eu du travail, ou il y a du travail qui est en cours ou qui va se faire. On a ouvert le livre, on a été décompacter l'information génétique. On voit ici les différents niveaux de compaction. On a l'ADN nu, qui n'est jamais virtuellement nu dans la cellule, qui est cette double hélice que M. Velo vous a décrit. Le premier niveau de compactage, c'est l'ADN en collier de perles ou l'ADN nucléosomal, qui va donner une fibre chromatinienne, ça va s'enrouler et encore pour aboutir au chromosome. Le résultat, c'est qu'on passe de 2 mètres d'ADN à 2 millionièmes de mètre. Le défi est réussi. On peut mettre l'information dans le noyau sans exploser le noyau. De toute manière, c'était impossible d'augmenter la taille du noyau. Okay. Le problème, c'est que lorsque votre livre de recettes est fermé, vous n'avez plus accès à la recette. Il faut aller l'ouvrir. Okay. Eh bien, c'est tous les mécanismes qui vont permettre d'avoir accès à l'information qui va être la base de la régulation épigénétique. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs interventions qui vont jouer un rôle, notamment entre des réactions biochimiques que l'on connaît, la méthylation et la déacétylation. On va en parler. Donc, la cellule a sa bibliothèque héritée de papa et maman, avec des recettes plus ou moins bonnes en fonction de papa et de maman. Okay. Heureusement, on en a 2. Si on a 2 les mêmes, on est homozygote. Et si les 2, par exemple, c'est la recette de la mousse au chocolat, si c'est excellent pour les 2, ben c'est bien. Si la mousse au chocolat, les recettes en réalité sont mauvaises, eh bien, on est mal, on ne fera jamais de mousse au chocolat quand on invite des gens. Okay. Donc, ce qui veut dire que ces recettes vont devoir être utilisées. Alors, à partir de quand est-ce qu'on doit avoir accès à l'ADN plus ou moins nu? Eh bien, dans 3 événements majeurs de la vie d'une cellule. Lorsque la cellule se divise, elle doit recopier intégralement toute l'information, les 3,2 milliards de lettres ATCG, okay, pour former 2 cellules filles identiques. Okay. Ça, c'est la réplication de l'ADN, et c'est un mécanisme où d'autres protéines des enzymes, l'ADN polymérase, vont intervenir. On a besoin d'avoir accès à l'information lorsqu'on fait la photocopie de la recette, c'est-à-dire lorsqu'on fait la transcription. Et on a également besoin d'avoir accès à l'ADN avant la duplication, avant de photocopier, parce qu'on a un système remarquable qui est la réparation des erreurs et des lésions qui auraient pu être infligées à notre ADN au cours de la vie de la cellule. Donc réparation, réplication et transcription des gènes. Alors ceci, Monsieur Velo l'a vu également, vous avez l'ADN nucléosomal. Il est évident que je ne peux pas photocopier l'ADN si j'ai des feuilles qui sont enroulées. Il faut que je puisse la mettre complètement droite. Okay. Et donc, on a à ce moment-là ici le photocopieur qui va venir se positionner sur l'interrupteur. L'interrupteur va s'activer et la photocopie va se faire, la transcription va se faire et vous allez avoir donc le transcrit, c'est-à-dire l'ARN messager. Alors, quels sont les 2 mécanismes connus, je dis bien connus parce qu'il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas encore connus, qui régulent l'accessibilité à l'information génétique et l'accessibilité aux recettes? Eh bien, la première, c'est une réaction dont M. Velo a parlé, qui est la méthylation. La méthylation, c'est relativement facile. C'est un groupement méthyle, CH3, un carbone et 3 hydrogènes, qui va modifier, qui va venir se lier sur la molécule d'ADN ou d'autres, les protéines aussi, et va modifier la structure et donc la fonction. Okay. Et puis, il y a la modification des histones. C'est quoi les histones? Les histones, ce sont les protéines qui forment cette perle autour de laquelle l'ADN se met. Okay. Et je vais... Donc, en fait, l'ADN est comme ça, les queues des histones sortent et elles vont se coller à l'ADN. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges électriques positives sur les queues d'histones, négatives sur l'ADN, plus et moins, ça s'attire. Et donc, le nucléosome est stable et pour pouvoir... Je ne vais pas pouvoir aller lire le texte qui est là. Vous voyez, il faudrait que je détende pour comme ça. Donc, c'est ce qui va se passer.
Donc la méthylation, rapidement, Monsieur Vélo l'a dit, vous avez la méthylation du promoteur, de l'interrupteur. Lorsque le promoteur est hyperméthylé, c'est-à-dire qu'il y a des lettres des CH3 qui sont généralement liées sur la lettre C du texte de l'avis ATCG, eh bien le promoteur il est bloqué. On l'a vu également, la méthylation peut aller au-delà de l'interrupteur, mais généralement, ce qui est surtout étudié, c'est le fait est-ce que le promoteur ou pas est bloqué. Okay. Donc là, on a une répression, on ne peut pas faire... Si vous avez la recette de la mousse au chocolat dont l'interrupteur est hyperméthylé, on ne ferait jamais de mousse au chocolat. Okay. Et l'autre régulation, c'est l'ouverture des nucléosomes, c'est-à-dire que l'ADN enroulé ne peut pas être photocopié. Et comme je l'ai dit, vous voyez, il y a des charges positives et négatives. Il y a un mécanisme qui va en fait permettre de défaire, c'est un peu comme vous savez, le serrage et anti-serrage. Et donc, si je veux lire ici, je dois absolument défaire le doigt. Et pour ça, je vais aller mettre un mouvement acétate, c'est-à-dire une molécule qui finalement est l'acide acétique le vinaigre. Et cet acétate va détacher parce que je n'aurai plus de charge positive progressivement. Et donc, je vais pouvoir ouvrir et lire. Et cette régulation de acétylation se fait par deux enzymes. Il y a une enzyme qui va mettre l'acétate, et pour ça on a besoin d'un donneur de groupement acétate. Okay, et on va voir que pour donner l'acétate, il faut de la vitamine B5 parce que c'est l'acétylcoenzyme. Le coenzyme, il faut de la vitamine B5. Et donc il y aura un jeu, j'ouvre, je ferme. Lorsque c'est fermé, le nucléosome fermé, l'information n'est pas accessible. Lorsqu'il s'ouvre, l'information est accessible. Okay. Alors, j'en viens au rôle de l'alimentation au cours de cette régulation épigénétique. Déjà, vous avez vu qu'il faut de la vitamine B5 pour que je puisse faire cette ouverture et fermeture de ce nucléosome. Okay. Donc, l'alimentation va jouer un rôle au niveau de l'accessibilité de l'ADN en contrôlant la stabilité ou pas de ces nucléosomes, en méthylant l'ADN, mais également, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut méthyler les queues d'histones, ces petits doigts qui sortent de la perle. Et puis il y a également un autre niveau qui est extrêmement compliqué, qui est également récent, ce sont des petites molécules d'ARN qu'on appelle des ARN régulateurs, les micro-ARN. Donc pour le moment, en fait, on est complètement dans la semoule fine, hein, on ne s'y retrouve pas, il est tellement compliqué, on essaye de dégager des règles, mais on sait bien qu'elles sont fausses et que demain on aura d'autres paradigmes qui viendront nous expliquer qu'en fait on s'est complètement trompé. Alors j'aime bien ce schéma, parce qu'il fait le lien entre votre alimentation et ce que nous avons plus intime, notre information génétique. Et c'est un lien direct, vous voyez. Ce que vous allez consommer va apporter ou pas, une vitamine, l'acide folique. L'acide folique, c'est le donneur de groupe méthyle. C'est lui qui va permettre de donner ce groupe méthyle, notamment parce qu'il va permettre de rendre disponible la méthionine. Et le donneur de groupe méthyle universel, c'est SAM. Pas l'oncle Sam. SAM, c'est un diminutif pour la S-adénosylméthionine. C'est cette molécule qui va permettre de méthyler et donc de faire cette régulation. Alors, pour que la régulation se fasse bien, la cellule doit toujours avoir à disposition un groupement méthyle et donc du SAM. Le SAM est le facteur limitant qui dépend de l'alimentation. Donc, votre alimentation va affecter directement votre capacité à faire ce processus extrêmement compliqué qui est la régulation épigénétique. Donc, alors, on peut éteindre des gènes qui sont mauvais ou on peut éteindre des gènes qui sont bons. Donc, c'est en fait un équilibre. En fait, ce qui est important, c'est la cellule sait comment elle doit le faire. Elle doit juste besoin d'avoir ce matériel. Et voici 3 vitamines qui sont particulièrement importantes pour cette méthylation qu'on appelle donc la méthylation de l'homocystine. L'homocystine, c'est un métabolite intermédiaire. C'est une molécule qui est au carrefour de 2 voies extrêmement importantes pour notre santé. Alors, on va s'intéresser à celle-ci. La méthylation permet d'avoir ce SAM. Okay. Lorsque SAM a donné son groupe méthyle, il se retransforme en homocystine, okay, qui va devoir être reméthylé en méthionine pour redevenir du SAM, et on a la boucle qui est bouclée. Et bien, pour faire ça, il faut de la vitamine B9, il faut de la vitamine B12 et il faut de la vitamine B2. La vitamine B2 qui est importante pour que cette enzyme, cette protéine puisse préparer l'acide folique pour qu'il puisse reméthyler l'homocystine en méthionine.
Hein, la MTHFR, je vous en parle parce que je veux vous montrer que parfois la génétique se mêle à l'épigénétique et que nous sommes tous différents, comme vous l'avez remarqué en vous regardant, il n'y en a pas un qui se ressemble à l'autre. Okay, et donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a dans notre alimentation, qui devrait être notre alimentation de base, avec des aliments qui sont naturels, pas perturbés par les perturbateurs endocriniens et les pesticides, eh bien, il y a toute une série d'aliments qui nous apportent des molécules qui sont des optimisateurs, des régulateurs épigénétiques, et qui vont intervenir au niveau des différentes voies, en tout cas ce qu'on en sait pour le moment, des différentes voies qui sont importantes et qui sont connues dans la régulation épigénétique, c'est-à-dire la méthylation et l'acétylation. Il y a des régulateurs d'acétylation, notamment, on voit ici des aliments comme le curcuma, le soja, le thé vert, les brocolis, etc. ont des molécules. Le café, qui est excellent pour la santé si on consomme avec modération. Okay. L'ail, eh bien, vous voyez que ces aliments sont des optimisateurs qui vont permettre d'avoir le meilleur environnement pour que toutes ces enzymes qui contrôlent l'accès à l'ADN fonctionnent correctement. Okay. Et donc, on voit que toutes ces molécules qui sont présentes sont souvent des polyphénols ou d'autres types de molécules, vont intervenir sur les enzymes, on ne rentre pas dans les détails, ces enzymes qui contrôlent les systèmes qui vont méthyler, acétyler le génome et permettre donc éventuellement d'avoir accès. Et quand on sait que le lien entre la consommation régulière de ces aliments et l'épigénétique, eh bien, c'est d'avoir moins de cancer, une meilleure longévité et moins de maladies chroniques. Okay. Alors, M. Velland en a parlé également largement. Ce qui se passe pendant que nous sommes dans le ventre de notre maman va avoir un impact majeur sur notre avenir sanitaire. Okay. Et en fait, on sait que la nourriture au début de la vie, et en fait il y a la théorie des 1000 premiers jours, eh bien, va avoir un impact déterminé. Les 1000 premiers jours, à partir du premier jour du conceptus, eh bien, va avoir un impact majeur sur ce que sera votre vie adulte. Okay. Et c'est le professeur David Baker, qui est un épidémiologiste d'Oxford, eh bien, qui a été le premier à parler de la FOAD, l'origine fétale des maladies de l'adulte. D'après son hypothèse, qui probablement est une réalité, eh bien, les pathologies que nous voyons éclore aujourd'hui de type épidémique, eh bien, ne sont que la conséquence d'une altération de cet épigénome qui est liée à une alimentation qui est de moins en moins correspondante à notre programmation génomique. À savoir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'alimentation humaine a été stable pendant 1 200 000 générations. On a mangé plus ou moins le même type d'aliments. Nos ancêtres mangeaient tous bio, sans le savoir. Hein. Ils mangeaient 2 tiers fruits et légumes et ils mangeaient 1 tiers de produits d'origine animale. Ils marchaient environ 15 km par jour. Okay. Ils étaient parfois un peu stressés quand il y avait des prédateurs, mais en général, ils se protégeaient bien. Et donc, leur mode de vie a complètement changé. En 4 générations, l'alimentation a complètement changé. Okay. Et M. Vello parlait des morts par obésité. L'université de Stanford, épidémiologiste, a publié il y a 6 ans que le sucre raffiné tue un humain par seconde. Ça, ce serait du buzz pour les mainstream médias. Le problème, c'est que si on parle de sucre raffiné et des sucres index glycémique élevés, eh bien, on bousille toute une base socio-économique sur laquelle notre civilisation est aujourd'hui malheureusement addicte, c'est-à-dire le consumérisme, le sucre, qui est une drogue légale. Est-ce que vous savez que le sucre rapide, est 8 fois plus addictif que la cocaïne? Okay. En fait, Ferrero est un des plus gros dealers sur le marché. Alors ça j'aime bien, ça reprend également ce que M. Vello a dit, Dr Vello a dit. Eh bien, c'est intéressant, c'est que quand vous êtes enceinte, eh bien, mesdames, vous êtes enceinte de votre petit enfant. Okay. Donc il y a une responsabilité de chacun d'entre nous de se comporter par rapport à notre épigénome de manière correcte, parce que ce que nous allons faire aura un impact non seulement sur nous, et ça reprend un peu cette image un peu métaphysique du karma. Ah bah oui, c'est comme ça, c'est dans la famille. Ah ben non, on peut parfois arrêter ce mauvais sort si on peut
programmer notre épigénome, parce que c'est possible, ces modifications sont réversibles, pour autant qu'on donne à la cellule la possibilité de le faire, bien sûr. Okay. Par exemple, on a montré qu'une dame qui fume va augmenter de 10 fois le risque d'asthme, non seulement de sa fille, mais de sa petite fille, parce que ces marques sont indélébiles si on ne change pas cette programmation. Un autre exemple cuisant, eh bien, c'est ces deux veaux qui sont des veaux homozygote, c'est-à-dire on a pris un œuf fécondé in vitro, on l'a coupé en deux, exactement le même, on l'a implanté dans l'utérus d'une vache et puis de l'autre, et on a hardi. Donc ils ont exactement des parts, mais leur environnement nutritionnel, la maman de Laurel était stressée, elle a été moins bien nourrie, et on voit que voilà, il y a un impact majeur sur le phénotype. Okay. Et donc il est évident que notre alimentation, notamment la consommation d'acides gras polyinsaturés oméga 3, d'antioxydants, le fait de nourrir notre microbiote, ce sur quoi je vais venir, le fait de consommer des aliments qui nous donnent les vitamines et molécules. Vitamines, ça veut dire quoi? C'est une molécule essentielle à notre métabolisme qu'on doit absolument apporter parce qu'on ne sait pas le produire nous-mêmes à partir de précurseurs. Eh bien, si vous privez votre organisme de ces vitamines, eh bien, toutes ces régulations ne peuvent pas se faire. Et vous devez savoir, par rapport à l'acide folique, qu'on a estimé qu'en Occident, les femmes en âge de procréer sont à 70%, pour M. Vélo 70% parce que je suis bilingue, hein, sont carencées en vitamine V, n'ont pas la dose journalière recommandée pour la population globale, ce qui n'est pas du tout adéquat, comme vous allez le voir. Okay. Et donc, vous voyez qu'une alimentation de type occidental cafétéria eh bien, va modifier complètement notre épigénome et nous programmer pour devenir des gros nounours un peu obèses, alors que si vous mangez de type méditerranéen, eh bien, vous serez plus en harmonie avec vos besoins, vos cellules auront tout ce dont elles ont besoin pour fonctionner correctement et vous serez un jeune homme fit et élégant. Alors, l'épigénétique nutrition, hier, j'ai fait une revue de la littérature. Vous voyez que c'est une science assez nouvelle. Quand on met Epigenetics, Nutrition et Health sur le PubMed, il y a pas moins de 2344 publications. Et c'est là que j'en vais à M. Vélo, parce que maintenant, je vais les montrer toutes. Et je n'aurai peut-être pas le temps. Non, c'est pas vrai. Je vous en montre quelques-unes et donc qui sont assez récentes. Donc l'impact de la nutrition sur l'épigénétique environnementale, sur la santé, etc. L'épigénétique dans la nutrition de précision, une alimentation qui va décélérer le vieillissement épigénétique, parce qu'on vieillit aussi au niveau épigénétique. Il y a un rôle de la nutrition et l'épigénétique dans le développement des cancers, etc., etc. Donc cette méthylation qui dépend de l'alimentation, entre autres, va avoir un impact majeur. Et donc on voit qu'il y a une programmation épigénétique pendant que vous êtes in utero. Alors beaucoup de mamans se disent « Ah, ne vous culpabilisez pas, mesdames, hein, si vous n'avez pas mangé correctement, si vous n'avez pas une grossesse facile au niveau alimentaire, si vous avez fini pendant votre grossesse, parce qu'on ne le savait pas. » On aurait pu le supputer, mais on ne le savait pas. Et le problème, donc, c'est que dans ce modèle, eh bien, la manière dont votre embryogénèse et développement fœtal se fait va déterminer le risque d'avoir de l'obésité, de syndrome métabolique ou diabète de type 2 et de l'hypertension et également, bien sûr, de l'Alzheimer. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Alzheimer se programme in utero? L'Alzheimer se programme au in utero, c'est une maladie métabolique qui s'appelle d'ailleurs le diabète de type 3. Et on voit ici, par exemple, que ça c'est intéressant, que dans cette étude, on voit que le fait d'avoir une alimentation équilibrée pendant que votre bébé est dans votre bidou, eh bien, va faire en sorte que votre centre de la régulation de la satiété et de l'appétit va être optimal. Alors que si vous avez une alimentation qui n'est pas bien programmé, notamment où vous n'apportez pas les nutriments nécessaires, eh bien, vous allez programmer l'hypothalamus, cette glande qui contrôle le système endocrinien et qui est tellement en intime connexion avec notre cerveau, puisqu'il fait partie de notre cerveau, eh bien, va déséquilibrer et vous aurez un individu qui aura un déséquilibre entre appétit et satiété, qui va manger plus et qui va donc souffrir de cet excès de calories que je précise seront souvent vides en nutriments. Et pour parler de ces perturbateurs endocriniens, eh bien cet article montre, les Américains ont appelé ça des composés obésogènes, c'est-à-dire qu'ils vont programmer
nos gènes à rendre obèses. Vous avez ici le bisphénol A, le diacétyltébéostrol, le DTT, etc. etc. Okay. Et bien sûr, la souris agoutie que M. Vélo a bien documenté, donc je passe rapidement. Donc, même exposé au BPA, le fait d'avoir une alimentation riche en acide folique, en vitamine B9, a permis de réverser le phénotype, ce qui est plein d'espoir également. Il y a une autre étude que je ne vais pas vous montrer, mais on a pris des Américaines qui étaient de classe sociale défavorisée. Aux États-Unis, quand vous êtes de classe défavorisée, c'est vraiment défavorisé. Hein. Vous bouffez de la merde. Hein. Et donc, on leur a donné les vitamines pour qu'ils aient le matériel moléculaire pour qu'au moins elles puissent méthyler. Eh bien, on a vu que grâce à cette supplémentation, les perturbations épigénétiques qui allaient avoir un impact sur le risque de devenir obèse, eh bien, étaient inhibées. Donc on peut prévenir, même sans changer l'alimentation, ce qui est intéressant. Alors justement, rappelez-vous la MTHFR. Hein, c'est un mot, c'est très bien pour en parler tout à l'heure avec des gens. Vous savez, la méthyltétrahydrofolate réductase, est-ce que tu connais, est-ce que tu connais la tienne? Eh bien, c'est une enzyme qui existe sous plusieurs versions. C'est une enzyme qui est importante pour produire le SAM, S-adénosylméthionine. Okay. Alors, on va parler de polymorphisme. Un polymorphisme génétique, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous sommes construits à partir de 22 000 protéines, dont la recette est inscrite dans les 22 000 gènes hérités de papa et de maman, donc dans 44 000 recettes. Eh bien, parfois, une seule lettre changer dans la recette d'un gène va complètement changer le résultat. Okay. Vous aurez une recette qui est délicieuse, une enzyme qui travaille très bien, ou une recette qui est immangeable, une enzyme qui ne travaille pas du tout. Okay. Parfois, une seule lettre. Et en fait, souvent, ce n'est pas du tout ou rien. Quand c'est tout ou rien, on a une maladie héréditaire. Mais sinon, on a chacun d'entre nous, on a des forces et des vulnérabilités. On est tous différents. Hein, vous l'avez remarqué, on est différents par nos cheveux, par nos yeux, par nos empreintes digitales, par nos yeux. Et on est différents, en fait, quasi, pour toutes les recettes qui forment notre corps, pour les 22 000 protéines. Okay. Même si notre génome est identique à 99,8% entre nous, c'est 0,2%. Ce sont toutes ces petites modifications qui font que nous sommes unis. C'est ce qui permet à la médecine légale et judiciaire de nous confronter comme l'acteur d'un crime. Parce on a une empreinte génétique qui sont dues à ces toutes petites modifications. On a tous un nez, bien sûr, on a tous des oreilles, mais ils sont tous différents. Eh bien, nos protéines sont toutes différentes. Il y en a certaines qui sont top, il y en a d'autres qui le sont moins. Vous allez voir ici, avec la MTHFR, vous allez voir comment cela peut impacter nos besoins individuels et peut impacter notre épigénétique. Donc la génétique et l'épigénétique ne sont pas indissociables. Alors, la méthylation, on va dire, c'est un processus extrêmement important pour la régulation épigénétique, mais également pour d'autres fonctions, et notamment le métabolisme des hormones, la détoxication, le métabolisme des neuromédiateurs. Et cette méthylation qui a besoin de ça, on a vu la méthylation de l'ADN, eh bien voilà, il y a deux grands types qu'on appelle les SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, c'est-à-dire deux gènes qui sont identiques sauf une lettre. Et parfois, c'est sur des milliers de lettres. Hein. Et ici, vous voyez, vous avez la version normale, c'est qu'en position 1298 pour M. Vélo ou 98 pour les autres, eh bien, il y a la lettre A, l'adénine. Okay. Et en position 677 ou 677, il y a la lettre C. Eh bien, parfois, il y a une des recettes où la lettre C a été remplacée par la lettre T. Okay. Alors, soit vous êtes hétérozygote, c'est-à-dire vous avez le gène de papa de maman, un des gènes de papa de maman, c'était le C a été remplacé par le T, mais vous n'avez pas, pour les deux gènes, vous avez la version 1298A. Eh bien, vous voyez que l'enzyme passe de 100% d'activité à 66%. Okay. Donc, vous aurez eu un déficit de méthylé. Okay. Vous aurez une difficulté à faire cette régulation épigénémique. Et si vous avez la mauvaise chance d'avoir les deux gènes qui ont le SNP, la mutation, donc où le C en position 677 est remplacé par T et T dans les deux gènes, vous n'avez plus que 25%.
C'est-à-dire vous allez en difficulté par rapport à cette régulation épigénétique. Qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien, vous allez voir que ce polymorphisme a un impact sur le risque de cancer du sein, sur le risque de maladie cardiovasculaire, sur le risque de cancer de la vessie, sur le risque de maladies psychiatriques, d'Alzheimer, etc. Pourquoi? Parce que, ayant ces difficultés, les taux journaliers recommandés de vitamines, les taux supérieurs de vitamine B9 ne sont plus adaptés parce que nous sommes tous uniques. C'est ça la médecine de précision. La nutrition de précision, c'est the right food to the right people, la bonne quantité. Et ces doses journalières recommandées, c'est un peu cette homogénéisation de la population, elle est catastrophique et explique pourquoi. Quand vous êtes dans une maison de retraite et que vous rencontrez un virus SARS-CoV-2, eh bien, vous allez vous en foutre, tomber malade ou en mourir. Parce que nous sommes tous différents. Et notamment, une de ces différences, c'est notre terrain et l'ensemble des molécules que nous devons normalement apporter pour fonctionner correctement. Alors, monsieur qui a introduit les parties microbiote, le microbiote est en effet une de mes passions parce que je me suis rendu compte que ce microbiote, c'est tout finalement. Le microbiote, c'est cet organe extra-humain longtemps négligé par le corps médical, toujours maintenant, parce que c'est compliqué, ça remet tellement de dogmes en question. Mais ce microbiote, c'est l'organe extra-humain le plus important de notre corps. En fait, on est bien plus bactérien qu'humain. Pour certains, on l'aurait deviné d'ailleurs. En fait, 2 kilos de bactéries vivent dans votre côlon, ok ? Et en fait, il y a 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. L'information génétique, c'est 22 000 gènes pour l'humain, c'est 380 000 gènes pour le microbiote. Le microbiote qui est constitué également à partir de 2000 espèces différentes, et nous en avons environ entre 200 et 500, qui font que nous sommes uniques par rapport à ça. Donc on a une carte d'identité fécale, okay, on appartient à un groupe fécal, et on peut vous confronter sur votre microbiote. Hein. Le FBI utilise la métagénomie du microbiote pour confronter un bandit qui aurait paniqué lors d'un méfait, qui aurait une diarrhée, qui aurait laissé une trace fécale. Ben on peut reprendre cette trace fécale, c'est véridique, hein. On peut faire le microbiote et puis lorsqu'il est confronté, faire la même chose, c'est quasi 100%. Donc ce microbiote, bien entendu, il va avoir un impact majeur sur le tube digestif, mais à partir de là, avoir un impact sur tout notre système. Car comme l'a dit Hippocrate il y a 2400 ans, toutes les maladies commencent au niveau des intestins. Et il ne savait pas qu'il y avait des bactéries à l'époque. Et s'il l'avait su, il aurait dit toutes les maladies commencent au niveau du microbiote. Ce microbiote qui a un impact sur notre tube digestif, sur le tissu adipeux, sur le cerveau. Il y a un axe gut-testicule, gut-ovarien. Le microbiote est un des éléments majeurs des maladies cardiovasculaires, également des maladies du foie. Et ce qui est intéressant, c'est que le microbiote intestinal également contribue à la régulation épigénomique. Vous ne me croyez pas? Maintenant, vous allez le croire. Voici cette expérience incroyable. Jumeaux homozygotes. Je reviendrai après ici. Jumeaux homozygotes, même gène. Il y en a une qui est eutrophique, il y en a une qui est obèse. Okay, on prend les crottes de chacune. Hein, on prend des souris tout à fait normales, sauf qu'elles ont un tube digestif stérile. Elles sont dites axéniques, elles n'ont pas de microbiote. On les a élevées de telle manière qu'elles n'aient pas de microbiote. Parce que le microbiote se passe généralement lors de l'accouchement, par l'ensemage, à partir des voies génitales. Donc elles n'ont pas de microbiote. On va donner à une souris, on va faire donc une greffe fécale de la jumelle qui est normale, et l'autre, la pauvre, elle va recevoir les crottes de la sœur qui est obèse. Et regardez ce qui se passe. Il n'y a rien, elles ont le même background, elles vont être élevées, elles vont manger la même chose, elles sont élevées dans les mêmes cages, c'est le même technicien qui vient leur parler, etc. Même environnement. Eh bien, celle qui a reçu les crottes de la jumelle qui était normale reste normale. Celle qui a reçu les crottes de la jumelle obèse devient obèse. Le microbiote a tout déterminé, a reprogrammé. Donc c'est un truc assez fabuleux. Et donc on voit que ce microbiote qui est impliqué et qui est la première barrière vivante qui va recevoir, traiter, modifier tout ce que vous avalez. Aliments, médicaments, okay,
Et donc, ce microbiote qui peut être eubiotique ou pas, c'est-à-dire qui peut être optimal pour vous ou pas. On parle d'eubiose lorsque le microbiote est de qualité, on parle de dysbiose lorsqu'il est altéré. Eh bien, il va avoir un impact majeur, vous n'avez pas idée. Déjà, Elie Mednikov, prix Nobel de médecine d'origine russe, bon voilà, ou peut-être pas, hein. On va peut-être le délocaliser, il aurait probablement été aux États-Unis, on va dire, hein. Eh bien, il avait déjà dit que le microbiote joue un rôle important parce qu'il a observé que les populations des Balkans qui mangeaient des aliments fermentés riches en prébiotiques et en probiotiques vivaient plus longtemps et en bonne santé que ceux qui n'en consommaient pas, supputant que probablement la flore intestinale joue un rôle extrêmement important. C'est ce qu'on appelait la flore intestinale. Maintenant, si vous voulez être trendy, vous parlez de microbiote. On ne parle plus de flore intestinale, c'est old fashion. Okay. Eh bien, donc, on voit que ce microbiote influence l'intestin, le cerveau et toute l'épigénétique. Donc voilà, alors pour ne pas vous laisser sans pratico-pratique, et que vous pouvez appliquer dès maintenant, comment préserver un microbiote optimal et donc garantir que l'épigénétique soit au minimum garantie. Eh bien, la première chose, c'est mastiquer et manger lentement. Okay. Beaucoup de pathologies sont liées au fait que les personnes gobent et avalent les aliments non mastiqués, ce qui garantit la dysbiose. Okay. Et vous le saurez d'emblée parce que vous allez ballonner. Quand vous ballonnez, c'est que vous avez donné à manger en excès à votre microbiote parce que ce que vous avez mangé n'a pas été digéré, pas absorbé, et donc vous avez surnourri votre microbiote. Alors, vous pourrez savoir si c'est des carbohydrates ou des protéines, parce que quand des carbohydrates, vous aurez un ballonnement, mais vous aurez des éructations amborales, c'est-à-dire des pets qui ne sentent pas. Hein. Tandis que si des protéines, pour être consommées, elles doivent être déaminées. Vous allez produire des amines qui sont, comme leur nom indique, cadavérylputrécine, et vous aurez des pets qui puent la mort. Donc rien que ça. Et sans aller aux éructations amborales, la lèvre, je ne sais pas si vous venez apprendre, mais on expire ses pets. Vous saviez ça, hein? Ah ben si, on expire ses pets. Donc quand quelqu'un a une haleine de chacal, vous savez que son microbiote, il est de putréfaction, c'est-à-dire qu'il ne digère pas les protéines. Il y a une information sémiologique extrêmement importante. Donc ça, c'est important. Alors, il faut nourrir son microbiote avec les bons aliments, c'est-à-dire les prébiotiques. Ce sont des fibres non digérables, en tout cas par le système humain, les polyphénols. Il faut éviter les pesticides parce que même les herbicides sont bactéricides. Hein. On a montré que le glyphosate, par exemple le Roundup, eh bien, il entraînait des dysbioses sévères. Okay. Il faut éviter la prise inutile d'antibiotiques qui va perturber le microbiote. Il faut éviter de manger au-delà de nos capacités digestives. Et j'ai un conseil à vous dire, quand vous avez été stressé, ne mangez pas des protéines après, parce que le stress a créé ce qu'on appelle une gastrectomie psychologique. C'est-à-dire que vous avez tellement évacué vos sucs gastriques à cause du stress, par exemple, si vous étiez stressé ce matin parce que M. Vélo et moi vous avons encore raconté, eh bien, évitez de manger des protéines, sinon vous allez puer du bec après-midi. Alors, il faut éviter également la prise chronique d'antiacides. Est-ce que vous savez que les personnes sous IPP avaient beaucoup plus de risques d'être hospitalisées lorsqu'ils avaient le Covid et d'en mourir, hein? Parce que le microbiote joue un rôle essentiel pour l'immunité. Essentiel. Okay. Et enfin, les bonnes bactéries adorent, kiffent grave le poisson gras. Donc voilà, donc en fait, en simplification, la génétique c'est notre disque dur, le logiciel c'est l'épigénétique et tout ça va avoir un impact majeur sur tous ces phénomènes que nous avons décrits, M. Vélo et moi-même, tout au cours de la vie de la cellule. Ces phénomènes sont réversibles, ils dépendent de l'alimentation et notamment de l'environnement, et c'est certainement l'alimentation qui est l'environnement le plus impactant sur notre vie. Et donc, je voulais conclure également sur cette phrase, c'est-à-dire que nous, on ne comprend rien. Okay. On veut se rassurer en pensant qu'on comprend, mais c'est hyper compliqué. Moi, quand je finis la médecine, j'ai été bien plus impressionné parce que je ne savais pas que parce qu'on m'avait appris, et pour ça je me suis consacré à la recherche. Et donc, si nous on ne comprend pas, la cellule, elle sait ce qu'elle doit faire, pour autant qu'elle ait le matériel moléculaire dont elle a besoin pour le faire. Des choses là sont évidentes, il faut leur donner des vitamines, il faut qu'on boive de l'eau, il faut qu'on respire de l'oxygène. Et donc, soyons humbles, donnons à la cellule ce qu'elle attend de recevoir, et puis admirons ce qu'elle en fait. Et je voulais vous finir
finir, vous mangez vous êtes ce que vous mangez, et donc je ne sais pas ce qu'on va vous servir à la pause, mais en tout cas je vous remercie, je vous souhaite une longue vie et soyez aimés.